Le cri déchira l'air comme une note soutenue d'agonie pure, résonnant contre les murs en marbre Curara et les plafonds voûtés dorés du domaine Thornton dans les Hamptons. Ce n'était pas le cri gagnant d'un enfant gâté. C'était une souffrance brute, primale, un son métallique qui signalait que quelque chose de fondamentalement mauvais se produisait. Au centre de cette opulence obscène gisait bébé Ethan, se tordant dans son berceau, l'héritier de 10 mois d'une fortune personnelle dépassant les 200 millions de dollars. Son berceau était sculpté à la main dans de l'acajou de Madagascar, sa couverture tissée de soie de puma brodée de fil d'or. Pourtant, toute cette richesse ne pouvait lui acheter un seul instant de paix. Le simple contact du tissu contre sa peau envoyait son petit corps dans des convulsions de douleur et des larmes fraîches coulaient sur son visage. Sebastian Thornton, le père, un homme dont le regard froid pouvait faire avouer leurs péchés à des hommes adultes, dont l'empire s'étendait des entreprises légitimes aux recoins les plus sombres du monde souterrain, se tenait impuissant près de la fenêtre. Son fibre de paddock en or massif brillait sous la douce lumière filtrant à travers les rideaux. Il avait dépensé 2 millions de dollars en diagnostics. Des médecins de la Mayo Clinic, des neurologues pédiatriques de Suisse, des allergologues de Johns Hopkins, 15 des meilleurs médecins du monde avaient traversé cette même pièce, collecté leurs honoraires exorbitants et déclaré exactement la même chose. Cliniquement, l'enfant est parfaitement sain. Tous les tests sont normaux. Pour la première fois de sa vie, l'argent était inutile et cela l'infuriait plus que les cris. Camille, la mère, une ancienne mannequin dont la beauté sans faille correspondait à la pièce qui l'entourait, était affalée dans un fauteuil. Sa robe Valentino valant plus que ce que la plupart des familles gagnaient en un an, maintenant froissée et tachée, 7 semaines sans dormir plus d'1 heure d'affilée. Les cernes violets sous ses yeux étaient si foncés qu'aucune quantité d'anticernes coûteux ne pouvait les cacher. Elle vivait dans la terreur constante que son fils mourrait lentement d'une maladie invisible. « C'est la dernière », Sébastien dit doucement, sa voix tendue comme un fil. « Si cette infirmière se révèle aussi inutile que les autres, nous l'emmenons à Tel Aviv, où je brûlerai chaque hôpital dans ce pays jusqu'à ce que quelqu'un me donne une réponse. Au-delà des portes en fer forgé qui gardaient le domaine comme des dragons endormis. » Une vieille voiture montait en cliquetant de l'allée. Pas une Mercedes Classe S, pas un Range Rover blindé. C'était une Honda Civic blanche de 2008, si usée que ses phares ressemblaient à des yeux fatigués. Le moteur toussa et crachota en montant la pente, puis s'arrêta avec un crissement de frein usé qui brisa le silence sépulcral de l'entrée. De l'intérieur sortit Scarlett Hayes, une femme portant des blouses qui avait vu trop de cycles de lavage et des chaussures confortables, mais usées avec des semelles fines des corps de nuit interminables à l'hôpital public de Brooklyn. Mais ses yeux bruns foncés étaient complètement éveillés, pétillant d'une curiosité authentique que l'argent ne pourrait jamais acheter. Elle ne savait pas que dans les prochaines heures, elle découvrirait ce que 2 millions de dollars et 15 médecins de classe mondiale avaient manqué une vérité sombre, cachée au cœur même de cette famille milliardaire. Cette histoire changera votre façon de voir la richesse et le pouvoir pour toujours. Si vous voulez savoir ce que Scarlett a trouvé, appuyez sur ce bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela parce que parfois la vérité se cache dans les endroits les plus inattendus. Harold, le majordome dans un costume noir impeccable, sans une seule ride, ouvrit la porte d'entrée et inclina sa tête vers Scarlett avec un bref hochement de tête efficace. Il ne dit rien. Il seulement se retourna et s'éloigna, silencieusement, lui faisant signe de suivre. Scarlett franchit le seuil, les semelles usées de ses chaussures claquant contre un marbre si poli qu'il ressemblait à un miroir. Elle garda son visage calme, ne laissant rien transparaître, bien que dans sa poitrine, son cœur battait plus vite qu'il ne devrait. Le couloir s'étendait devant elle comme un tunnel de luxe. D'énormes peintures à l'huile montaient le long des murs et des lustres en cristal scintillant au-dessus.
Mais Scarlett ne se laissa pas distraire. Elle était venue pour un enfant en douleur, pas pour admirer la richesse de quelqu'un d'autre. Harold s'arrêta si brusquement que Scarlett faillit lui rentrer dedans. Elle leva les yeux et vit une femme debout en plein milieu du couloir, bloquant le passage. Victoria Thornton. Même sans introduction, Scarlett pouvait deviner exactement qui elle était. La femme portait une tenue Chanel ivoire, un collier de perles enroulé autour de son cou et brillant doucement sous les lumières. Ses cheveux argentés étaient brossés soigneusement en arrière, et ses froids yeux gris balayaient Scarlett de la tête aux pieds avec un mépris non dissimulé. Harold baissa légèrement la tête et recula, disparaissant dans la pénombre du couloir, comme s'il ne voulait aucune part de ce qui allait se produire. Victoria fit un pas en avant, ses lèvres s'arquillant en un sourire aussi froid que la glace. « Alors voilà à quoi ressemblent 2 millions de dollars d'échecs, dit-elle, sa voix lourde de moquerie. Mon fils fait venir une infirmière d'hôpital public. » Scarlett sentit le dédain dans chaque syllabe, mais elle ne recula pas. Elle avait affronté des brutes bien pires que cela pendant les années où elle avait grandi dans des foyers d'accueil. Une vieille femme riche avec un collier de perles ne pouvait la faire trembler. « Je suis ici pour le bébé, pas pour votre approbation, » répondit Scarlett, calme mais ferme. Les yeux de Victoria se plissèrent. Clairement, elle n'était pas habituée à ce qu'on lui réponde comme ça. « Petite fille, dit-elle, abaissant sa voix en une menace. Tu ne sais pas dans quelle maison tu te tiens. » Scarlett soutint son regard sans ciller. « Je sais qu'il y a un enfant qui souffre. C'est tout ce qui compte. » Le visage de Victoria rougit de colère. Elle s'approcha, assez près pour que Scarlett puisse sentir le parfum cher montant de sa peau. « Si tu causes des problèmes dans cette famille, » Victoria siffla entre ses dents. « Je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais en médecine, Harold. Je connais des gens puissants. Un coup de téléphone et ta petite carrière est finie. » Scarlett ne bougea pas. Elle avait trop perdu dans sa vie pour avoir peur de perdre autre chose. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix basse retentit derrière Victoria. « Mère, ça suffit. » Sebastian Thornton sortit de l'ombre, son visage aussi dur que la pierre. Il se tenait presque une tête plus grande que sa mère, et sa présence changea instantanément l'air dans le couloir. Victoria se tourna, son expression un mélange de surprise et d'irritation. « Sébastien, tu ne peux pas sérieusement penser que cette fille peut t'aider. Regarde-la. Elle ne peut probablement même pas s'offrir les chaussures que je porte. Ce que je pense n'est pas votre affaire. » Sébastien dit froidement. « Laissez-nous. » Mais Sébastien, je dis, partez. Sa voix n'était pas forte, mais il y avait une finalité en elle qui fit Victoria serrer sa bouche. Elle lança à Scarlett un dernier regard, des yeux gris débordant d'hostilité et un avertissement silencieux, puis se retourna et s'éloigna. Ses talons hauts frappaient le sol de pierre comme le compte à rebours d'une bombe. Quand la silhouette de Victoria disparut à l'autre bout du couloir, Sébastien se tourna vers Scarlett. Son visage resta illisible. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un profond épuisement que l'argent ne pouvait cacher. « Suivez-moi, dit-il sèchement, puis se retourna et continua. Scarlett suivit, sentant le regard de Victoria toujours brûler son dos depuis quelque part dans l'ombre. Elle ne savait pas que la femme qui venait de la menacer, la grand-mère à l'apparence raffinée et aux perles coûteuses, était la source même de toute la souffrance dans cette maison. Sébastien mena Scarlett à travers une lourde porte en chêne et dans son bureau privé. La pièce était saturée de l'odeur du cuir et du santal, les étagères hautes jusqu'au plafond rempli à ras-bord de livres reliés qui n'avaient probablement jamais été ouverts. La porte se referma doucement derrière Scarlett et elle comprit qu'elle était seule avec l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais rencontré. Sébastien ne se retourna pas pour la regarder. Il marcha jusqu'à la haute fenêtre qui donnait sur le jardin et s'y arrêta, le dos tourné à Scarlett, les mains jointes derrière lui. Le silence s'étira. 1 minute, 2, Scarlett comprit exactement ce que c'était.
Elle avait déjà vu cette tactique chez les brutes à l'orphelinat, chez les patrons qui voulaient montrer leur pouvoir, chez les gens qui croyaient que le silence pouvait faire trembler et rapetisser quelqu'un d'autre. Mais Scarlett n'était pas le genre de personne qui pouvait être intimidée. Elle resta immobile, attendant patiemment, ne bougeant pas, ne s'agitant pas, ne montrant aucune trace de malaise. Finalement, Sébastien se retourna, ses yeux gris fixés sur ceux de Scarlett, vifs et froids comme une lame. « Je me fiche de vos références, dit-il, sa voix basse et égale. Je me fiche de votre expérience. Je me fiche de l'école de médecine que vous avez fréquentée ou du nombre de patients que vous avez traités. Je me soucie d'une chose et d'une seule. Résultat, il fit un pas en avant, chaque pas solide, délibéré, menaçant. 15 médecins se sont tenus exactement là où vous vous tenez en ce moment. 15 des meilleurs au monde. Ils ont tous pris mon argent. Ils ont tous fait leurs tests et ils ont tous échoué. Il s'arrêta directement devant Scarlett, si près qu'elle pouvait voir les cordes tendues des tendons le long de son cou. Si vous me faites perdre mon temps comme ils l'ont fait, Sébastien ne termina pas la phrase, mais la menace planant dans l'air était plus claire que tous les mots. Scarlett ne recula pas d'un seul pas. Elle leva le menton et soutint son regard. « Me menacer n'aidera pas votre fils, Monsieur Thornton. » Sébastien s'immobilisa, sa mâchoire se serra, et Scarlett perçut la plus brève étincelle de surprise dans ses yeux. Clairement, il n'était pas habitué à être interrompu, et encore moins à ce qu'on lui réponde par quelqu'un en blouse usée et chaussures râpées aux talons. Mais Scarlett ne s'arrêta pas là. « Je ne suis pas ici pour votre argent, » continua-t-elle, sa voix calme mais inflexible. « Je ne suis pas ici pour votre approbation ou votre respect. Je suis ici parce que quelque part dans cette maison, il y a un enfant qui crie de douleur depuis 2 mois, et personne ne peut comprendre pourquoi. Alors, vous pouvez soit me laisser faire mon travail, soit je sors par cette porte tout de suite, et vous pouvez trouver quelqu'un d'autre à menacer. » Silence. Sébastien la regarda, mais cette fois son regard changea. La menace glaciale était partie. À sa place, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la curiosité, comme s'il voyait une étrange créature qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Avant qu'il ne puisse parler, la porte du bureau s'ouvrit en grand. Camille entra, ses yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Elle portait toujours sa robe Valentino froissée, ses cheveux blonds en désordre, ne ressemblant en rien à la mannequin parfaite qu'elle avait été autrefois. « S'il vous plaît, » dit Camille, sa voix tremblante. Elle se dirigea vers Scarlett sans même un regard vers son mari. « J'ai entendu dire que vous êtes différente. Je ne sais pas comment et je m'en fiche. Juste, s'il vous plaît, sauvez mon bébé. » Et puis, à la stupeur de Scarlett, Camille tomba à genoux. Une ancienne mannequin aux longues jambes, qu'il avait autrefois portée sur les podiums les plus prestigieux du monde, était maintenant agenouillée devant une infirmière d'hôpital public en chaussures usées aux talons. Scarlett se pencha rapidement et aida Camille à se relever, ses mains se refermant autour des épaules étroites de la femme. « S'il vous plaît, levez-vous, » dit Scarlett doucement. « Je ferai tout ce que je peux. Je promets. Mais j'ai besoin d'une chose. » Sébastien s'avança, sa voix toujours froide, mais maintenant traversée par autre chose. « Nommez-la. » Scarlett le regarda, puis Camille. « Tout le monde me laisse seul avec Ethan. Pas d'interférence, pas de caméra, personne ne se tient dehors à la porte à regarder. Laissez-moi l'observer sans aucune pression. Juste moi et le bébé. » Sébastien et Camille échangèrent un regard. Une conversation silencieuse passa entre eux, et finalement Sébastien hocha la tête. « Vous avez 1 heure. » Scarlett hocha la tête en retour, puis se tourna et sortit du bureau. Elle ne vit pas la façon dont Sébastien la regarda partir, des yeux gris pleins de pensées. Pour la première fois de sa vie, Sébastien Thornton, l'homme qui faisait trembler tout le monde souterrain,
avait cédé à une femme qu'il ne pouvait même pas acheter. Harold mena Scarlett à la chambre de bébé Ethan au 2e étage, puis se retira silencieusement. La porte se referma derrière elle et les pleurs s'abattirent sur les oreilles de Scarlett, d'un coup comme une vague. Ce n'étaient pas les pleurs ordinaires d'un enfant. C'était un cri qui déchirait le cœur, brut de douleur et de désespoir, comme si quelqu'un torturait une petite vie sans défense qui n'avait aucun moyen de riposter. Scarlett se dirigea rapidement vers le berceau en acajou de Madagascar exquisément sculpté. Ethan y gisait, sa peau rougie comme ébouillantée, son petit corps recroquevillé, son visage tordu d'agonie, des larmes coulant sur ses joues, et ses petites doigts étaient serrés en poing, comme s'il essayait d'endurer une douleur qu'il ne pouvait expliquer. Sur la table, près de la fenêtre, une épaisse pile de dossiers médicaux attendait. Probablement plus de 300 pages bourrées de résultats de tests, de diagnostics et de notes de 15 des meilleurs médecins du monde. Mais Scarlett ne toucha pas la pile. Elle avait vu trop de cas où les médecins regardaient le papier et les machines et oubliaient de regarder le patient devant eux. Elle n'allait pas faire cette erreur. Au lieu de cela, Scarlett observa, elle tendit la main dans le berceau et toucha doucement Ethan. Il tressaillit et le cri s'aiguisa, plus violent qu'avant. Mais quand Scarlett le souleva lentement et le prit dans ses bras, quelque chose d'étrange se produisit. Les pleurs étaient toujours là, mais ils diminuèrent. Pas beaucoup, mais assez pour que Scarlett le remarque. Elle le remit dans le berceau. Immédiatement, les pleurs doublèrent, comme si de l'acide venait d'être versé sur sa peau. Scarlett le souleva à nouveau. Les pleurs s'apaisèrent. Elle le posa. Il bondit. Elle le répéta 3 fois. Et le résultat ne changea pas. Scarlett se tenait là, tenant Ethan, son esprit travaillant à pleine vitesse. Le problème n'était pas dans le bébé. Le problème était dans le berceau ou quelque chose à l'intérieur du berceau. Elle installa Ethan sur un fauteuil à proximité, utilisant un oreiller pour le caler en sécurité. Il pleurait toujours, mais pas avec la même férocité que lorsqu'il était dans le berceau. Scarlett se retourna vers le berceau et commença à vérifier chaque élément un par un. L'acajou de Madagascar, sculpté à la main par un maître artisan. Elle passa ses doigts sur la surface, vérifia chaque coin. Normal, rien d'anormal. Une couverture en soie puma brodée de fils d'or. Elle la porta à son nez, testa le tissu. Doux, pas d'odeur étrange. Normal. Les vêtements du bébé, coton biologique haut de gamme, lavé avec le détergent le plus doux que l'argent pouvait acheter, normal. Et puis Scarlett s'arrêta. Dans le coin du berceau, rangé comme s'il essayait de se cacher, gisait un petit oreiller ivoire. Elle le ramassa et instantanément, elle sut que quelque chose n'allait pas. Le tissu ne ressemblait en rien au reste de la literie du berceau. Il était plus lisse, plus brillant, et il y avait un logo finement brodé dans le coin. Alien Silks. Scarlett n'avait jamais entendu parler de la marque, mais elle savait une chose avec une certitude absolue. Cet oreiller n'avait pas sa place ici. Il ne correspondait pas au style des autres articles, comme si quelqu'un l'avait glissé dans le berceau sans que personne ne le remarque. Elle rapprocha l'oreiller d'Ethan et ses pleurs montèrent immédiatement en flèche. Elle l'éloigna et il s'apaisa pendant quelques secondes. Plus près, plus fort, plus loin, plus silencieux. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle avait trouvé quelque chose. Un léger coup retentit et Camille entra, son visage tiré par l'inquiétude. « Tout va bien? » Je l'ai entendu moins pleurer et Scarlett se tourna, l'oreiller à la main. « Madame Thornton, d'où vient cet oreiller? » Camille le fixa, ses yeux épuisés luttant pour se concentrer. Elle secoua lentement la tête. « Je ne me souviens pas. Il est juste apparu un jour il y a environ 2 mois. J'ai pensé que c'était un cadeau de quelqu'un. Peut-être Victoria ou un des associés de Sebastian. Je n'y ai pas beaucoup pensé. Il y a 2 mois, exactement quand Ethan avait commencé à pleurer sans fin. » Scarlett garda son visage composé,
ne laissant pas Camille voir ce qui traversait son esprit. « Je vois. Merci, Monsieur Thornton. J'ai besoin de faire quelques observations supplémentaires. » Camille hocha la tête et partit, trop épuisée pour demander autre chose. Quand la porte se referma, Scarlett plia discrètement l'oreiller et le glissa dans le sac médical qu'elle avait apporté avec elle. Quelqu'un avait mis cet oreiller dans le berceau d'Ethan il y a 2 mois, et depuis, l'enfant vivait dans l'enfer. Elle devait découvrir qui l'avait fait et pourquoi. Scarlett entra dans le couloir, s'assurant que la porte de la chambre de bébé Ethan était scellée derrière elle. Elle sortit son téléphone de sa poche, son cœur battant vite, alors qu'elle faisait défiler ses contacts pour trouver un nom. Jenny Morrison, une vieille amie de ses jours d'école d'infirmière, travaillant maintenant dans un laboratoire de toxicologie à Manhattan. Scarlett appuya sur appeler et attendit. Après 3 sonneries, la voix de Jenny se fit entendre. « Scarlett, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? » Scarlett baissa la voix, ses yeux balayant autour pour s'assurer que personne ne pouvait entendre. « Jenny, j'ai besoin d'une faveur. Test toxicologique urgent sur un échantillon de tissu. Peux-tu le faire? » Une brève pause à l'autre bout. Alors Jenny répondit pour toi. « N'importe quoi. Envoyez-le. J'aurai les résultats dans 24 heures. » Scarlett laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Merci. Je t'en dois une. » Elle termina l'appel et sortit un petit sac Ziploc de son sac médical. Soigneusement, elle sortit l'oreiller en soie, utilisa ses ciseaux médicaux pour couper un petit échantillon de tissu d'un coin sans le logo et le glissa dans le sac Ziploc. Elle venait de glisser le sac Ziploc dans sa poche de blouse quand une voix froide retentit derrière elle. « Qu'est-ce que vous faites avec cet oreiller? » Scarlett se retourna. Victoria Thornton se tenait là, apparaissant comme un fantôme de nulle part. Ses yeux gris se plissèrent en fine fente de suspicion, ses lèvres pressées en une ligne dure. Scarlett garda son expression calme, même si son cœur martelait. « J'examine tout ce qui entre en contact avec la peau du bébé. C'est une partie de mon processus d'observation. » Victoria s'avança, ses talons hauts frappant sèchement contre le sol en marbre. « Donnez-le-moi, dit-elle, sa voix ordonnée. Cet oreiller est de la soie chère importée d'Italie. Vous n'avez aucun droit de le toucher, encore moins de le découper. » Scarlett ne bougea pas. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Thornton, j'ai tout le droit. La santé de votre petit-fils est ma priorité, et j'examinerai tout ce qui pourrait lui causer du tort. » Les yeux de Victoria brillèrent de colère. Elle s'approcha, assez près pour que Scarlett puisse voir les fines ridées habilement dissimulées sous des couches de maquillage coûteux. « Je vous l'ai dit plus tôt, petite fille. » Victoria siffla entre ses dents. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Cette famille a le pouvoir de faire disparaître les gens. Et une petite infirmière de Brooklyn ne manquera certainement à personne. » Scarlett soutint son regard sans ciller. « Et je vous ai dit, je m'occupe d'un bébé malade. C'est tout ce qui m'importe. Pas votre argent, pas vos menaces, pas votre pouvoir. » Pendant un instant, les 2 femmes se firent face dans un silence tendu. Puis Victoria tendit la main et tira sur l'oreiller dans les mains de Scarlett. Mais Scarlett était prête. Elle le tint fermement et ne lâcha pas. Elles luttèrent pendant quelques secondes, et Scarlett pouvait sentir la force surprenante dans la prise de la femme plus âgée, mais elle ne céda pas d'un pouce. Victoria serra plus fort l'oreiller, ses yeux gris brûlants de fureur. Et puis, soudainement, elle le relâcha. L'oreiller retomba vers Scarlett, et Scarlett le rattrapa rapidement, le tenant près d'elle. Mais ce qui arrêta Scarlett net n'était pas que Victoria ait abandonné. C'était le regard dans ses yeux à cet instant. Derrière la rage et le mépris, Scarlett vit autre chose. Pure, juste pendant une fraction de seconde, mais elle était là, claire comme le jour. « Vous faites une erreur, » dit Victoria, sa voix devenant brusquement froide et distante. Puis elle se retourna et s'éloigna,
ses talons claquant plus vite sur le sol en pierre comme si elle fuyait quelque chose. Scarlett se tenait là, regardant la silhouette de Victoria disparaître à l'autre bout du couloir, son esprit tourbillonnant de 1000 questions. Pourquoi cette femme voulait-elle cet oreiller si désespérément? Pourquoi avait-elle eu peur quand Scarlett le tenait? Mademoiselle Hayes. La voix basse fit Scarlett se retourner brusquement. Sebastian Thornton se tenait au coin du couloir, le dos contre le mur, ses bras croisés sur sa poitrine. Depuis combien de temps était-il là? Avait-il tout vu? Scarlett ne dit rien en attendant. Sébastien s'approcha, ses yeux gris ne quittant jamais l'oreiller dans ses mains. « Pourquoi ma mère veut-elle cet oreiller si désespérément? » demanda-t-il, sa voix profonde et pensive. Scarlett le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « C'est exactement ce que j'essaie de découvrir, Monsieur Thornton. » Un moment de silence passa. Le regard de Sebastian s'assombrit, et Scarlett pouvait presque voir les rouages tourner derrière ses yeux. Pour la première fois de sa vie, Sebastian Thornton commença à douter de sa propre mère. Après la confrontation avec Victoria, Sebastian fit une demande qui prit Scarlett au dépourvu. « Restez la nuit, dit-il, non pas sur un ton de commandement, mais presque comme une offre. Ethan a besoin d'être surveillé, et je ne fais confiance à personne d'autre dans cette maison en ce moment. » Scarlett hocha la tête en signe d'accord. Elle avait besoin de temps pour attendre les résultats des tests de Jenny, et rester lui donnerait la chance d'observer davantage. Harold la conduisit à une chambre d'amis au 2e étage, non loin de la chambre de bébé Ethan. C'était spacieux et luxueux, avec un lit king-size habillé de draps blancs immaculés et des peintures de paysages accrochées au mur. Mais peu importe à quel point elle était épuisée, Scarlett ne pouvait pas dormir. Elle y gisait, les yeux fixés sur le plafond, son esprit tourbillonnant de 1000 questions. L'oreiller, Victoria, la peur dans les yeux de cette femme. Que signifiaient toutes ces pièces? L'horloge sonna 3h08 du matin quand Scarlett abandonna finalement d'essayer de dormir. Elle se leva, enfila un fin cardigan qu'un domestique lui avait laissé et sortit discrètement de la pièce. Le manoir la nuit était si silencieux que cela semblait anormal. Les statues et peintures bordant le couloir ressemblaient à des fantômes muets observant chacun de ses pas. Scarlett se dirigea en bas vers la cuisine, espérant qu'un verre d'eau la calmerait. La vaste cuisine gisait dans l'obscurité, éclairée seulement par le clair de lune se glissant à travers les hautes fenêtres en verre, jetant des traînées argentées sur le sol en pierre. Scarlett était sur le point d'entrer quand elle s'arrêta. Quelqu'un avait été ici avant elle. Sébastien était assis à l'îlot au centre de la cuisine, ses épaules légèrement voûtées, un verre de whisky ambré à la main. Il n'avait pas allumé de lumière. Il était simplement là dans l'obscurité comme une statue solitaire dans la nuit profonde. Scarlett commença à faire demi-tour discrètement, ne voulant pas le déranger. Mais la voix de Sébastien porta à travers les ombres. « Tu ne peux pas se dormir non plus? » Elle marqua une pause, hésita une seconde, puis entra dans la cuisine. « J'allais juste chercher de l'eau. » Sébastien ne parla pas. Il seulement inclina sa tête vers la chaise en face de lui. Une invitation silencieuse. Scarlett se versa un verre d'eau à l'évier, puis s'assit, gardant une distance de sécurité entre eux. Pendant longtemps, aucun d'eux ne parla. Il n'y avait que le tic-tac d'une horloge quelque part dans l'obscurité et le doux son de leur respiration. Puis Sébastien parla, sa voix basse et fatiguée. « Tu es différente des autres. » Scarlett le regarda, attendant. Sébastien porta le whisky à sa bouche, prit une gorgée, puis continua. « Tous ces médecins, tous ces spécialistes, ils me regardaient avec peur, comme si j'étais un monstre. Ils devaient être apaisés. Mais toi, non. Tu me regardes comme... » Il ne finit pas, mais Scarlett comprit. « Devrais-je avoir peur? » demanda-t-elle brusquement. Sébastien la regarda, ses yeux gris dans l'obscurité profonde comme l'océan. La plupart des gens le sont. La plupart des gens savent mieux.
Scarlett posa son verre et répondit d'une voix égale. J'ai traversé des choses pires qu'un homme riche avec un mauvais caractère, Monsieur Thornton. Sa réponse le surprit. Il inclina la tête, l'étudiant avec une nouvelle curiosité. Des choses pires. Scarlett fut silencieuse un moment. Elle ne parlait pas souvent de son passé. Ses souvenirs étaient des cicatrices qu'elle avait essayé de cacher pendant des années. Mais quelque chose à propos de cette nuit, à propos de cette cuisine sombre, à propos du regard fatigué dans les yeux de l'homme en face d'elle, la fit relâcher sa prise. J'ai grandi dans 7 foyers d'accueil, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Certains n'étaient pas gentils. Elle n'entra pas dans les détails. Elle ne parla pas des coups, des repas refusés, des nuits recroquevillées dans le coin d'une pièce froide. Mais Sébastien comprit. Elle pouvait le voir dans ses yeux. Le silence s'étira à nouveau entre eux. Pas le genre gênant, mais le genre qui se forme quand deux étrangers trouvent inopinément un point de contact. « Est-ce pourquoi vous travaillez dans un hôpital public? » Sébastien demanda, sa voix plus douce qu'avant. « Aider les gens dont personne d'autre ne se soucie. » Scarlett hocha la tête. « Je sais ce que c'est de souffrir et de n'avoir personne qui écoute, d'être invisible, d'être oublié. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se sente ainsi, surtout pas les enfants. » Sébastien la regarda, et cette fois son regard n'était pas froid ou menaçant. Ce n'était pas de la pitié non plus, le genre qu'elle détestait. C'était de la compréhension, comme s'il la voyait, la voyant vraiment pour la première fois. Il se leva, posa son verre de whisky sur le comptoir. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, mademoiselle Hayes. » Scarlett leva les yeux vers lui. « Vous non plus, Monsieur Thornton. » Il marcha vers l'embrasure de la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Sans se retourner, il dit « Sébastien, appelez-moi Sébastien. » Scarlett sourit faiblement, bien qu'il ne pût le voir. « Bonne nuit, Sébastien. » Il s'éloigna, sa haute silhouette se dissolvant lentement dans l'obscurité du couloir. Mais avant qu'il ne disparaisse complètement, il se retourna et la regarda une fois de plus. Juste un instant. Mais c'était suffisant pour que Scarlett réalise que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, Sébastien Thornton sentit quelque chose de chaud glisser dans la cage gelée de sa poitrine. Le lendemain matin, Scarlett se réveilla tôt après une nuit de presque pas de sommeil. Elle alla dans la chambre de bébé Ethan dès que le soleil commença à se lever, le vérifiant. L'oreiller en soie ayant disparu du berceau, il avait dormi quelques heures et les pleurs avaient diminué significativement. Sa peau était toujours rougie, mais il ne se tordait plus de douleur comme avant. C'était la preuve la plus claire que Scarlett allait dans la bonne direction. Elle examinait doucement sa peau quand le téléphone dans sa poche vibra. Scarlett jeta un coup d'œil à l'écran et son cœur commença à battre plus vite quand elle vit le nom de Jenny. Elle entra rapidement dans le couloir et répondit. « Jenny. » Hey, tu as les résultats. La voix de Jenny à l'autre bout semblait inhabituellement sérieuse. « Scarlett, tu dois t'asseoir pour ça. » Scarlett sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale. « Dis-moi juste. » Jenny prit une profonde inspiration, puis dit, « Cet échantillon de tissu que tu m'as envoyé, il est imprégné d'un irritant cutané à action lente, de qualité industrielle. Le genre conçu pour causer une inflammation cutanée chronique et de la douleur sur une exposition prolongée. Ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter dans un magasin. Celui qui a obtenu ça savait exactement ce qu'il faisait. » Scarlett resta parfaitement immobile, le téléphone pressé serré contre son oreille. Quelqu'un a empoisonné le bébé. « Pas pour tuer, » Jenny confirma, sa voix épaisse de dégoût. « Pour le faire souffrir lentement, douloureusement sur des mois. Si le bébé continuait à être exposé à cela, cela aurait pu causer des dommages nerveux permanents. Celui qui a fait cela voulait un maximum de souffrance avec un minimum de preuves. » Des nausées montèrent dans la gorge de Scarlett. Quelqu'un avait délibérément torturé un bébé de 10 mois.
Une vie innocente qui ne pouvait se protéger. Merci, Jenny. Je te dois plus que tu ne sais. Elle termina l'appel et resta là un instant, essayant de maîtriser la fureur bouillonnant en elle. Puis elle se retourna et courut trouver Sébastien. Le manoir Thornton était un labyrinthe massif, et dans sa hâte, Scarlett prit un mauvais tournant, errant dans une partie de la maison qu'elle n'avait jamais vue. Le couloir ici était plus sombre, dépouillé de peintures et de statues décoratives. L'air était lourd, menaçant. Elle était sur le point de faire demi-tour quand elle entendit des voix s'échapper derrière une lourde porte en chêne. La voix de Sébastien, mais contrairement à tout ce qu'elle avait entendu de lui auparavant, plus froide, plus menaçante, plus létale, l'instinct lui dit de partir. Mais la curiosité l'emporta. Scarlett s'approcha de la porte et regarda à travers une étroite fente. La pièce à l'intérieur ressemblait à un bureau, mais l'atmosphère ressemblait plus à une chambre de torture. Sébastien se tenait là, le dos droit comme une épée, son visage fait de glace. Devant lui, un homme d'âge moyen était agenouillé sur le sol, pâle de terreur, du sang coulant d'une coupure sur son front. Deux grands hommes en costume noir se tenaient de chaque côté, clairement la sécurité de Sébastien ou ses hommes de main. « Je vous ai posé une simple question, » Sébastien dit, sa voix si basse et régulière qu'elle était glaçante. « Où est-ce ma livraison? » Scarlett comprit immédiatement. Sébastien n'était pas seulement un homme d'affaires riche. Il était se racle la gorge. Ce que je m'aime. Gorge quelque chose de bien plus sombre. Les rumeurs qu'elle avait entendues en passant sur l'empire souterrain de la famille Thornton devinrent soudainement aussi claires que le jour. Elle était sur le point de reculer quand une main ferme se referma sur son épaule. Maxwell, l'assistant de Sébastien, se tenait là avec une expression froide. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il, sa voix basse et menaçante. Cette zone est interdite. » Scarlett ne broncha pas. Elle avait vu trop de choses effrayantes dans sa vie pour être intimidée par un homme en costume. « Je me fiche de ce qu'il est, » dit-elle brusquement. « Son fils est empoisonné. J'ai des preuves. Laissez-moi passer. » Maxwell fronça les sourcils, clairement pas habitué à ce qu'on lui parle comme ça, mais le mot « empoisonné » le fit marquer une pause. Il la regarda un instant, puis hocha la tête et ouvrit la porte. Sébastien se tourna au son de cela, la surprise traversant brièvement son visage quand il vit Scarlett entrer. Il fit signe à ses hommes d'emmener l'homme agenouillé, et la pièce se vida rapidement jusqu'à ce qu'il ne reste que tous les deux. « Mademoiselle Hayes, » Sébastien dit, sa voix portant toujours le froid de l'interrogatoire qui venait d'avoir lieu. « Vous ne devriez pas être ici. » « L'oreiller, » Scarlett dit, ignorant l'avertissement. « Il est imprégné d'un irritant chimique, de qualité industrielle. Quelqu'un empoisonne Ethan depuis 2 mois. » Sébastien se figea. Pendant un instant, il resta simplement là, comme si son esprit avait besoin de temps pour traiter ce qu'elle venait de dire. Puis la tempête frappa. Sébastien se retourna et frappa son poing sur la table en bois la plus proche avec une force terrifiante. Le plateau de table se fendit, le bois s'éparpillant partout. « Qui, » rugit-il, sa voix comme le tonnerre, « qui a osé toucher mon fils? » La rage d'un roi de la mafia était une chose effrayante. Ses yeux brûlaient, des veines montaient le long de son cou, et toute la pièce semblait trembler sous le poids de sa fureur. Mais Scarlett ne recula pas. Elle tint bon, calme, attendant que la tempête passe. Quand Sébastien regagna finalement un lambeau de contrôle, il se tourna vers elle, respirant difficilement. « Qui a envoyé cet oreiller? »« Je ne sais pas encore, » dit Scarlett, « mais nous pouvons le découvrir. Vérifier les registres de livraison. » Sébastien sortit son téléphone et passa un court appel. Quelques minutes plus tard, Harold apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage devint pâle quand il vit la table brisée. « Monsieur, vous avez appelé l'oreiller en soie dans la chambre d'Ethan, » Sébastien dit, sa voix dangereuse comme une lame tenue à une gorge. « Découvrez d'où ils viennent maintenant. » Harold hocha la tête et disparut. 10 minutes plus tard,
Il revint tenant un iPad, ses mains tremblantes. « Monsieur, j'ai trouvé la commande. L'oreiller a été acheté chez Allianz Silks il y a 2 mois. » Et Sébastien s'approcha, les yeux se plissant. « Qui l'a commandé? » Harold déglutit, son visage blanc comme s'il allait s'évanouir. Le compte utilisé était celui de Madame Victoria Thornton. « Monsieur. » Un silence de mort scella la pièce. Scarlett regarda Sébastien et vit son visage se figer en un masque inexpressif. Mais dans ses yeux gris, une tempête se formait, une tempête encore plus terrifiante que la fureur qui venait d'éclater. Il resta là comme de la pierre, fixant au loin vers la partie de la maison où se trouvait sa mère. « Laissez-nous, dit-il, sa voix plus froide que la glace. Tous, maintenant. » Harold s'éloigna en hâte. Maxwell, qui était apparu à la porte, recula également. Seule Scarlett resta, incertaine si elle devait partir ou rester. Sébastien se tourna vers elle, et un instant, elle ne vit pas du tout le roi de la mafia effrayant, mais un homme qui venait d'être trahi par sa propre mère. « Merci, mademoiselle Hayes, dit-il, sa voix basse et épuisée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'avoir une conversation avec ma mère. » Sébastien sortit de la pièce avec des pas qui atterrissaient comme des rochers. Il sortit son téléphone et appela Maxwell, sa voix froide comme l'acier. « Verrouillez le domaine. Personne n'entre ou ne sort. Je veux dire personne. Postez des gardes à chaque sortie. Si ma mère essaye de partir, arrêtez-la. » Il termina l'appel et resta là un instant, le dos tourné à Scarlett, ses épaules tendues comme une corde sur le point de se rompre. Scarlett pouvait sentir la tempête s'enrouler en lui, une fureur profonde tressée avec la douleur de la trahison. Des pas rapides retentirent dans le couloir, et Camille apparut, son visage pâle comme quelqu'un qui venait de voir un fantôme. Elle était toujours dans sa chemise de nuit en soie, ses cheveux blonds en désordre mêlé, ayant clairement entendu la nouvelle de quelqu'un dans la maison. « Sébastien, » appela-t-elle, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe? » Ils ont dit que quelqu'un avait empoisonné Ethan. Dis-moi que ce n'est pas vrai. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Sébastien ne se retourna pas. Il ne répondit pas. Il resta seulement là, les yeux fixés au loin à travers la fenêtre, comme s'il était quelque part très loin. Camille se tourna vers Scarlett, les yeux rouges et se noyant dans le désespoir. « Est-ce vrai? Qui ferait cela à un bébé? À notre bébé? » Scarlett prit une profonde inspiration. Elle ne voulait pas être celle qui le dirait. Mais Camille méritait la vérité. « Les preuves désignent l'oreiller dans le berceau d'Ethan, » dit-elle, forçant sa voix à rester stable. Il était imprégné d'un irritant chimique, et l'oreiller a été commandé depuis le compte de votre belle-mère. Camille devint rigide comme si elle avait été frappée au visage. « Victoria, » murmura-t-elle, l'horreur fendant sa voix. « Non, c'est impossible. C'est sa grand-mère. Elle l'a tenu quand il est né. Elle lui a acheté ce hochet en argent de chez Tiffany's. Elle ne ferait pas. Est-ce Camille? » Sébastien parla finalement, sa voix basse et épuisée. Il se retourna et Scarlett vit une profonde douleur dans ses yeux gris. « Est-ce vraiment impossible? Pensez-y. Pensez à comment elle a toujours été. Le contrôle, la manipulation, la façon dont elle regarde Ethan comme s'il était un obstacle plutôt qu'un petit enfant. » Camille secoua la tête, refusant de croire ce qu'elle entendait. Mais pourquoi blesserait-elle son propre petit-fils? Que pourrait-elle bien gagner à faire souffrir un bébé? Sébastien fut silencieux un instant, puis il dit, sa voix comme s'il lisait une sentence de mort. « Ethan est le seul héritier d'une fiducie de 200 millions de dollars. Mon père l'a mise en place avant de mourir. L'argent sera à Ethan quand il aura 21 ans. Mais s'il est déclaré mentalement ou physiquement inapte avant cela, Scarlett comprit immédiatement. La tutelle est transférée à la prochaine personne dans la lignée. Sébastien hocha la tête. Et cette personne est ma mère.
Camille s'effondra dans la chaise la plus proche, ses jambes ne pouvant plus la soutenir. Elle était prête à détruire son propre petit-fils, sa propre chair et son propre sang pour de l'argent, murmura-t-elle, sa voix se brisant en morceaux. Sébastien regarda sa femme et pour un instant, Scarlett vit une rare douceur traverser son visage froid. « Tu ne connais pas ma mère, Camille. Tu n'as jamais fait. Ce n'est pas l'élégante grand-mère que tu vois au dîner. C'est une prédatrice, et j'aurais dû le voir venir il y a des années. » Il se retourna et marcha vers la porte, ses pas fermes, remplis d'intention. Camille leva la tête, des larmes glissant sur ses joues. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Sébastien s'arrêta sur le seuil, toujours le dos tourné à eux. « Ce que j'aurais dû faire il y a des années. » « Sébastien, » Scarlett dit, faisant un pas en avant. Elle ne savait pas pourquoi elle s'en souciait, pourquoi elle se sentait inquiète pour cet homme, mais quelque chose en elle la poussa à parler. « Ne faites rien que vous regretterez. » Sébastien se retourna et la regarda. Et pendant un instant, la dureté de son visage s'estompa. Il la regarda avec une expression que Scarlett n'avait jamais vue chez lui auparavant, presque douce. « Restez avec Ethan. » Il se racle la gorge, dit, sa voix plus douce maintenant. « Gardez-le en sécurité. Je m'en occupe. » Puis il se retourna et s'éloigna, sa haute silhouette s'estompant vers le bout du couloir. Scarlett resta là à le regarder partir, le malaise montant dans sa poitrine. Elle ne savait pas ce que Sébastien ferait quand il confronterait sa mère, la femme qui avait essayé d'empoisonner son propre petit-fils, mais elle savait une chose avec certitude. La tempête était sur le point d'éclater, et personne dans cette maison ne serait plus jamais le même après cette nuit. Sébastien marcha dans le couloir vers l'aile du manoir, l'endroit que sa mère occupait, avec une suite de chambres privées. Comme une reine régnant sur son propre royaume, l'oreiller en soie se racle la gorge, gisait dans sa main, léger au toucher, mais lourd comme une accusation. Chaque pas le portait plus près d'une vérité qu'il avait délibérément ignorée pendant tant d'années. Il s'arrêta devant une porte en chêne sculptée de motifs complexes, prit une profonde inspiration et la poussa sans frapper. La pièce brillait de la douce lumière des lustres en cristal. Victoria était assise dans un fauteuil en velours rouge près de la fenêtre, le dos à la porte, un verre de vin rouge à la main aussi sombre que le sang. Elle ne se tourna pas quand elle entendit la porte s'ouvrir, comme si elle avait su depuis le début qui viendrait. « Je me demandais quand vous viendriez, » dit-elle si calmement. Cela rendit l'air froid, comme s'ils allaient discuter du temps et non de l'empoisonnement d'un nourrisson. Cette petite infirmière a-t-elle finalement compris? Sébastien ne dit rien. Il s'avança et posa l'oreiller en soie sur la table devant Victoria, avec un bruit sourd et dur. Expliquez ceci. Victoria se tourna finalement. Ses yeux gris, le même gris que ceux de Sébastien, tombèrent sur l'oreiller puis se levèrent vers son fils. Un sourire froid fleurit sur ses lèvres. « Cette petite infirmière à vous est astucieuse, dit-elle, prenant une gorgée de vin. Je lui accorderai ça. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un remonte la piste si vite. Ces 15 médecins, certainement pas. » Sébastien sentit son sang bouillir. Vous ne le niez pas. Victoria se leva, posant son verre avec une grâce polie par des décennies. Elle s'approcha, faisant face à son fils, pas un scintillement de peur ou de regret dans son regard. « Pourquoi le nierais-je » demanda-t-elle, sa voix trempée de mépris. Le plan était parfait, un irritant à action lente, indétectable par les tests médicaux standards, aucun dommage permanent s'y détecté à temps. Juste assez pour faire apparaître l'enfant inapte, instable, incapable d'hériter. Cela fit à Sébastien comme si un poing avait frappé sa poitrine. « C'est votre petit-fils, mère. Votre propre chair et sang. C'est juste un bébé. » Victoria agita sa main comme si elle chassait une mouche agaçante. « Il est faible, » cracha-t-elle, chaque mot comme du poison, juste comme sa mère. Juste comme vous avant que je ne vous durcisse. Pensez-vous que l'Empire Thornton a été construit par des hommes faibles?
Pensez-vous que l'héritage de votre père peut être protégé par un bébé qui pleure et qui ne peut même pas dormir toute la nuit? Sébastien recula d'un pas comme s'il avait été giflé. De quoi parlez-vous? Que voulez-vous dire? Avant que vous ne me durcissiez, Victoria rit, un son froid qui résonna dans la pièce. Vous étiez doux quand vous étiez jeune, Sébastien. Trop doux, trop gentil. Vous me rappeliez votre père et je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je devais vous rendre fort. Je devais vous briser et vous reconstruire en quelqu'un digne du nom Thornton. Elle regarda son fils avec les yeux d'une artiste étudiant son propre travail. L'Empire Thornton a besoin d'un leader fort. J'ai bâti cette famille en ce qu'elle est aujourd'hui. Je mérite de contrôler son avenir. Pas un nourrisson qui n'a rien gagné. Père a construit cet empire, Sébastien dit, sa voix tremblante de retenue. Vous l'avez juste dépensé. Vous avez juste manipulé et détruit tout ce pourquoi il a travaillé. Les yeux de Victoria s'assombrirent et son sourire s'aiguisa en un rictus de mépris. Votre père, ricana-t-elle. Cet homme faible et pathétique qui voulait devenir légitime, qui voulait abandonner tout ce pourquoi j'ai sacrifié, qui voulait transformer l'Empire Thornton en une entreprise légale ennuyeuse. Un frisson glissa le long de la colonne vertébrale de Sébastien. Il y avait quelque chose dans la voix de sa mère, une amertume si profonde qu'il ne l'avait jamais vraiment entendue auparavant. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Victoria inclina la tête, le regardant comme si elle décidait s'il était digne de la vérité. « J'ai fait ce qui était nécessaire, dit-elle, chaque mot clair, et pas une trace de remords nulle part en lui. Juste comme je fais toujours, juste comme je fais maintenant. » Les yeux de Sébastien s'écarquillèrent alors que les dernières pièces tombaient en place. L'accident de voiture il y a 20 ans, son père mort sur la route d'une réunion sur la restructuration de l'entreprise, les freins défaillants, pas de témoins, l'affaire classée comme un accident. L'accident de voiture, murmura-t-il, sa voix se brisant. Il y a 20 ans. Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? Victoria ne répondit pas avec des mots. Elle resta simplement là, ce sourire froid disant tout. Son silence était la plus claire des confessions. « Vous avez tué mon père, » Sébastien dit, et ce n'était pas une question. C'était une sentence. Victoria haussa les épaules, pas la moindre trace de sentiment traversant son visage. « J'ai sauvé cette famille, dit-elle, sa voix tranchante comme un couteau. Votre père aurait tout détruit. Il était faible. Il avait des morales. Les morales n'ont pas leur place dans notre monde, Sébastien, et je le referai si je dois. Quiconque menace l'héritage Thornton sera éliminé, y compris ce morveux pleurnichard que vous appelez un fils. » Sébastien recula, comme si le sol sous ses pieds s'effondrait. Sa mère n'était pas seulement celle qui avait empoisonné son propre petit-fils. Elle était celle qui avait tué son mari. Elle était le monstre qui se cachait à l'intérieur de sa famille depuis des années. « J'appelle la police », dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Victoria éclata de rire, aigu et froid, ricochant sur les murs. « La police? Vous? Un chef de la mafia appelant la police? Ne me faites pas rire, Sébastien. Vous pensez qu'ils vous aideront? Vous pensez qu'ils vous croiront? Nous possédons la moitié des forces de police de cet État. » Sébastien sortit son téléphone, ses yeux ne quittant jamais sa mère. « Pour la première fois de ma vie, je laisserai la loi s'en occuper parce que si je le fais moi-même, mère. » Il s'arrêta et quand il parla à nouveau, sa voix était plus froide que tout ce que Victoria avait jamais entendu. « Il ne restera rien de vous. » Il composa et porta le téléphone à son oreille. Et pour la première fois de toute la vie de Sébastien, il vit quelque chose sur le visage de sa mère qu'il n'avait jamais cru voir. Pur. La peur sur le visage de Victoria ne dura qu'un instant avant qu'elle ne retrouve son sang-froid et ne change de tactique. L'arrogance froide fondit, remplacée par une expression adoucie que Sébastien n'avait jamais vue sur sa mère, ou du moins n'avait jamais vue sincèrement. Elle s'avança, ses mains tendant comme pour prendre ses fils.
Sébastien, s'il vous plaît, dit-elle, sa voix soudainement tremblante et lourde d'émotion. Je suis votre mère. Je vous ai porté pendant 9 mois. Je vous ai élevé. Tout ce que j'ai fait, tout était pour cette famille. Pour vous. Ne le voyez-vous pas? J'essayais de protéger notre héritage. Sébastien recula, se rétractant de ses mains comme on se rétracte d'un serpent venimeux. Vous avez empoisonné mon fils, dit-il, chaque mot frappant comme un marteau contre la pierre. Vous avez tué mon père, l'homme qui m'a donné la vie, l'homme qui m'aimait inconditionnellement. Il la regarda droit dans les yeux, et sa voix était plus froide que n'importe quel hiver. Vous n'êtes pas ma mère. Ma mère est morte au moment où elle a décidé de blesser mon enfant. Le masque de faiblesse glissa, et le vrai visage de Victoria apparut. La panique éclata dans ses yeux alors qu'elle réalisait que cette fois, elle ne pouvait pas manipuler son fils. Elle se retourna et courut vers la porte, ses talons hauts claquant sur le sol en pierre. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la poignée, une haute silhouette bloqua son chemin. Maxwell se tenait là, son visage froid comme de la glace, les bras croisés sur sa poitrine. « Je ne pense pas, Madame Thornton, » dit-il, sa voix monocorde. Victoria se retourna vers Sébastien, ses yeux maintenant sauvages d'une frénésie désespérée. « Vous ne pouvez pas me faire ça, » cria-t-elle. « Je leur dirai tout sur vos affaires, sur les corps enterrés sous l'entrepôt, sur les cargaisons, sur chaque sale affaire que vous avez jamais faite. Je vous détruirai, Sébastien. » Sébastien resta là, calme comme l'eau sans une ride. « Faites-le, dit-il calmement. Dites-leur tout. Je m'en fiche maintenant. Rien de ce que vous pourrez dire ne sera pire que ce que vous avez fait. » De loin, le gémissement des sirènes de police commença. Au début, un petit son distant, puis plus proche, plus aigu, incomparable. Victoria l'entendit et son visage devint blanc. À travers la fenêtre, Scarlett, debout dans le couloir, pouvait voir la scène surréaliste se dérouler dehors. 2 voitures de patrouille de police avec des lumières rouges et bleues clignotantes étaient garées juste à côté d'une Rolls-Royce Phantom rutilante et d'une Bentley noire. Le contraste entre la loyalisme et Hoyham, la richesse était aussi frappant qu'une peinture satirique. La porte d'entrée s'ouvrit et le détective Marcus Webb entra, suivi de 2 officiers en uniforme. Webb était un homme d'âge moyen aux cheveux poivre et sel et aux yeux perçants qui avait vu bien trop de choses dans sa vie. Il n'était pas impressionné par le luxe autour de lui et il n'était pas intimidé par le nom Thornton. Il faisait simplement son travail. « Madame Victoria Thornton, » Webb dit, sa voix professionnelle et froide. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur mineur et suspicion d'implication dans la mort de Richard Thornton il y a 20 ans. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. » Victoria hurla alors que les 2 officiers s'approchèrent d'elle. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Savez-vous qui je suis? Je suis Victoria Thornton. J'ai construit cet empire. Je possède la moitié des juges de cet État. » Mais ces mots ne firent rien. La menotte d'acier froid se referma autour de ses poignets avec un clic net. Ce son résonna comme un glas pour le règne de la reine Thornton. « Vous faites une erreur », Victoria hurla alors qu'elle était traînée à travers le couloir. « Vous tous. Cet enfant ne sera jamais fort. Le sang Thornton est en train de mourir. Vous avez besoin de moi. Sans moi, cette famille n'est rien. » Le domestique se tenait le long du couloir dans un silence stupéfait, regardant la femme qui les avait gouvernés par la peur, maintenant emmenée comme une criminelle ordinaire. Harold, le vieux majordome, se tenait là avec un visage vide. Mais Scarlett pouvait voir quelque chose dans ses yeux, peut-être du soulagement. Victoria lutta, tournant sa tête en arrière pour regarder Sébastien une dernière fois, alors qu'elle était emmenée à la porte. « Vous regretterez cela, » hurla-t-elle, sa voix se brisant de rage et de désespoir.
Sans moi, vous n'êtes rien, Sébastien, rien. Je vous ai fait, je vous ai créé et je peux vous détruire. Sébastien resta immobile comme de la pierre, son visage vide d'expression. Il ne dit rien, ne fit rien, seulement regarda sa mère être emmenée. La porte de la voiture de police claqua. Des lumières rouges et bleues clignotèrent dans la lumière du jour déclinante, et la voiture roula, emportant la femme qui avait autrefois été reine de l'Empire Thornton. Le silence s'abattit sur le manoir comme une lourde couverture. Sébastien resta où il était, fixant alors que la voiture disparaissait au-delà des portes en fer. Maxwell s'avança à côté de lui, sa voix inhabituellement douce. « Monsieur, vous allez bien? » Sébastien ne répondit pas. Mais Scarlett, debout à quelques pas, remarqua ce que peut-être personne d'autre ne fit. La main de Sébastien tremblait. Pas beaucoup, juste légèrement, mais assez pour qu'elle sache que sous la coquille froide. Il se brisait. Puis il se tourna et ses yeux gris cherchèrent à travers la foule jusqu'à ce qu'il trouve une Scarlett. Pendant un instant, ils se regardèrent seulement. Et Scarlett vit dans ses yeux non pas de la colère ou de la douleur, mais une inquiétude profonde et dévorante. « Ethan », il se racle la gorge, dit, sa voix devenue rauque, « est-il en sécurité ?» Pendant que Sébastien confrontait sa mère et que la police arrivait pour arrêter Victoria, Scarlett resta à côté de bébé Ethan. Elle savait que la tâche la plus importante en ce moment n'était pas de témoigner de la chute de la reine Thornton, mais de prendre soin de la petite victime innocente de toute cette ambition et cruauté. Elle avait demandé à Harold d'apporter une bassine d'eau chaude, plusieurs chiffons doux et propres, et un médicament apaisant pour la peau de l'armoire à pharmacie de la famille. Avec la douceur de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à s'occuper des vies les plus faibles, Scarlett commença son travail. Elle déshabilla Ethan, examinant chaque parcelle de peau rougie, gonflée. 2 mois d'exposition au poison avaient laissé leur marque sur son corps délicat, mais heureusement il n'y avait pas de dommages permanents. Elle trempa le chiffon dans l'eau chaude et commença à laver chaque partie de lui, retirant tout résidu chimique qui pourrait encore adhérer à sa peau. Ethan pleurait toujours, mais les pleurs étaient beaucoup plus faibles maintenant. Comme s'il était simplement trop épuisé après 2 mois de douleur incessante, Scarlett murmura des mots doux de réconfort pendant qu'elle travaillait, même si elle savait qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais peut-être pouvait-il sentir la tendresse dans sa voix, la chaleur dans ses mains. Après avoir fini de le nettoyer, elle appliqua une fine couche du médicament apaisant sur les zones irritées, son toucher léger comme si elle brossait les pétales d'une fleur. Et puis quelque chose de miraculeux se produisit. Pour la première fois en 2 mois, Ethan arrêta de pleurer, non pas parce qu'il était épuisé, non pas à cause d'un sédatif, mais parce que la douleur avait finalement cessé. Il gisait là avec de grands yeux bleus clairs, regardant Scarlett avec la curiosité innocente d'un enfant de 10 mois. La grimace douloureuse avait disparu de son petit visage. Les larmes étaient parties. Il n'y avait que le calme. Puis il sourit. Un petit sourire, pas plus qu'une douce courbe au coin de sa bouche. Mais c'était le premier sourire en 8 semaines, le premier sourire depuis que ce vicieux oreiller était apparu dans son berceau. Scarlett sentit les larmes déborder. Elle ne savait pas quand elle avait commencé à pleurer, seulement que les larmes coulaient sur ses joues, tombant sur ses mains, se mêlant à la peau chaude de bébé Ethan. Elle le souleva soigneusement et le tint contre sa poitrine, sentant son souffle doux contre sa gorge. Ethan se blottit dans ses bras, de minuscules doigts s'accrochant à ses vêtements, et pour la première fois, il sembla vraiment en sécurité. Des pas précipités retentirent dans le couloir, et Camille fit irruption dans la pièce, son visage vidé d'inquiétude. « Est-il » commença-t-elle, sa voix lourde d'émotion. Puis elle s'arrêta. Elle vit Ethan gisant tranquillement dans les bras de Scarlett, ne pleurant pas, ne se tordant pas de douleur. Et il souriait. « Oh mon Dieu !» Camille murmura, une main s'envolant pour couvrir sa bouche. « Il va bien. » Scarlett hocha la tête, les larmes coulant toujours.
Il va bien. Il va enfin bien. Camille se précipita en avant et enlaça Scarlett et Ethan dans ses bras. Elle ne parla pas. Elle trembla seulement de soulagement, de gratitude, avec toutes les émotions qu'elle avait retenues pendant 2 mois maintenant, se déversant librement. Les 3 d'entre eux se tenaient là, se tenant l'un l'autre en silence, et la pièce qui avait autrefois résonné de cris de douleur ne contenait maintenant que des respirations douces et le son de larmes de bonheur. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Sébastien se tenait là, le dos contre le cadre, les yeux fixés sur la scène devant lui. L'épuisement et la blessure de la confrontation avec sa mère lui collaient encore à la peau. Mais quand il vit son fils s'endormir dans les bras de Scarlett, son visage s'adoucit. Ethan s'était endormi. Le premier sommeil sans larmes, sans douleur, sans ce cri déchirant le cœur, seulement la paix d'un enfant enfin libéré de l'enfer. Sébastien s'approcha, regarda le visage tranquille de son fils, puis leva les yeux vers Scarlett. Il ne parla pas. Il hocha seulement la tête une fois, lentement, avec une signification qui n'avait pas besoin de mots. Mais dans ses yeux gris, Scarlett vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu là auparavant. Gratitude, profonde et réelle. Et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus que cela, 2 jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Victoria. Le manoir Thornton était étrangement calme maintenant, plus rempli des cris déchirant le cœur d'Ethan, plus alourdi par la tension suffocante qui avait pesé sur tout le monde. Ethan s'était rétabli rapidement. Sa peau n'était plus rougie et il avait commencé à manger et dormir normalement comme n'importe quel autre bébé de 10 mois. Scarlett était restée pour le surveiller, pour s'assurer que toute trace du poison avait complètement disparu. Mais maintenant son travail était fait. Il était temps de retourner à sa vraie vie, à l'hôpital public de Brooklyn, au petit appartement froid, au quart de nuit interminable. Ce matin-là, Harold frappa à sa porte et lui dit que Sébastien voulait la voir dans le bureau. Scarlett se changea pour la seule tenue de blouse propre restante dans son sac et suivit le vieux majordome. Quand elle entra dans le bureau, Sébastien se tenait devant un coffre-fort ouvert. Son dos tourné à elle. Elle pouvait voir des piles d'argent liquide à l'intérieur, des documents importants et d'autres choses dont elle ne voulait pas savoir. Il resta là un instant en silence, puis finalement se retourna. Dans sa main se trouvait un chéquier, et quand il s'approcha et le posa sur le bureau devant Scarlett, elle vit le nombre écrit dessus, 10 millions de dollars. Scarlett fixa le chiffre, se sentant comme si quelqu'un l'avait frappé à la poitrine. 10 millions de dollars. Assez pour qu'elle achète une maison, ouvre sa propre clinique, aide des milliers de patients pauvres sans jamais avoir à se soucier de l'argent à nouveau. Assez pour changer sa vie pour toujours. « Vous avez sauvé mon fils, » Sébastien dit, sa voix basse et sérieuse. « Vous avez exposé ma mère. Vous m'avez rendu ma famille, ou ce qu'il en reste. C'est le moins que je puisse faire. » Scarlett ne tendit pas la main vers le chéquier. Elle resta seulement là, regardant les chiffres silencieuse. Sébastien fronça les sourcils. « Ce n'est pas assez. Je peux le doubler. 20 millions. Nommez votre prix. » « Il ne s'agit pas du montant, » dit Scarlett, sa voix douce mais ferme. Sébastien s'approcha, la confusion évidente sur le visage qui était habituellement taillé dans la glace. « Alors quoi? Que voulez-vous? Une maison, une voiture, un poste dans n'importe quel hôpital que vous choisissez? Je peux faire en sorte que cela arrive. N'importe quoi. » Scarlett leva la tête et regarda droit dans ses yeux gris. « Vous avez payé 15 médecins des millions de dollars, dit-elle, chaque mot clair et lent. Les meilleurs du monde, vous avez dit. Ils sont venus ici avec leurs diplômes fantaisie et leur équipement coûteux. Ils ont regardé des machines. Ils ont regardé des résultats de tests. Ils ont regardé des marqueurs génétiques et des scanners cérébraux et des échantillons de sang. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. Mais ils n'ont pas regardé l'enfant.
Ils ne se sont pas assis et ne l'ont pas observé. Ils n'ont pas posé de questions simples comme « D'où vient cet oreiller ?» Ils n'ont pas remarqué quelque chose qui n'avait pas sa place. Sébastien resta immobile, ne disant rien. Mais Scarlett pouvait voir qu'il écoutait, vraiment écoutant. « Ils ont vu votre argent, » continua-t-elle. « Ils ont vu votre pouvoir et ils vous ont donné ce qu'ils pensaient que vous vouliez entendre. Ils ont fait des tests qui ont coûté des centaines de milliers de dollars parce que c'est ce que les gens riches attendent. Mais ils ont manqué l'évidence parce que l'évidence n'a pas de prix. » Le silence emplit le bureau. Sébastien la regarda et dans ses yeux, Scarlett vit quelque chose changer comme s'il la voyait sous une lumière entièrement nouvelle. « Je ne veux pas devenir l'un d'eux, » dit Scarlett, sa voix s'adoucissant. « Quelqu'un qui voit l'argent au lieu des gens. Quelqu'un qui oublie pourquoi il est devenu guérisseur en premier lieu. » Son chéquier posé, la regardant avec quelque chose proche de l'impuissance. « Alors que voulez-vous? » Scarlett se leva et lui offrit un petit sourire. « Je veux rentrer chez moi en sachant qu'Ethan ira bien, qu'il grandira en bonne santé et heureux, entouré de gens qui l'aiment vraiment. » Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre où la lumière du soleil du matin se déversait sur le jardin vert. « C'est assez pour moi. C'est plus qu'assez. » Elle se retourna et marcha vers la porte, laissant le chéquier de 10 millions de dollars sur le bureau sans une trace de regret. « Mademoiselle Hayes. » La voix de Sébastien vint derrière elle et elle s'arrêta. Scarlett, elle ne se retourna pas. Elle resta seulement là, sa main sur la poignée de porte. « Merci, dit-il, et sa voix était différente maintenant, plus douce, plus honnête que tout ce qu'elle avait entendu de lui auparavant. « Pour tout. » Scarlett sourit, bien qu'il ne pût le voir. « Prenez soin de lui, Sébastien. Prenez soin d'Ethan. C'est tout le remerciement dont j'ai besoin. » Elle ouvrit la porte et sortit sans regarder en arrière. Derrière elle, Sébastien se tenait seul dans le bureau, regardant sa petite silhouette disparaître au-delà de la porte. Et à ce moment, il réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais pensé ressentir. Il ne voulait pas qu'elle parte. Scarlett conduisit sa Honda Civic 2008 cabossée loin du domaine Thornton, cet après-midi-là. Dans le rétroviseur, elle regarda l'énorme portail en fer se refermer derrière elle, et le manoir rétrécit jusqu'à n'être plus qu'un petit point, puis disparut complètement. Elle conduisit le long de routes familières, laissant le luxe poli des Hamptons derrière elle, et retournant à Brooklyn, où de vieux bâtiments et des rues étroites l'accueillirent comme une vieille amie. Son studio se trouvait au 4e étage d'un immeuble en briques rouges construit dans les années 1960. L'ascenseur cassé il y a longtemps et personne ne prenant la peine de le réparer. Elle monta 4 étages, ouvrit la porte et resta là dans l'obscurité froide. L'appartement était nu, ne contenant qu'un lit étroit, une petite table et un vieux réfrigérateur bourdonnant dans le coin de la kitchenette. Après les jours passés dans le manoir Thornton, avec ses plafonds vertigineux et ses sols en marbre, cet endroit semblait plus petit que jamais. Mais c'était sa maison, l'endroit où elle appartenait. Elle se dit cela en allumant la lumière et en commençant à ranger. Une semaine passa. Scarlett retourna à l'hôpital public, retourna au corps de nuit interminable, retourna aux patients pauvres sans assurance, retourna au repas solitaire dans la cafétéria de l'hôpital sous les lumières néon dures. Tout était pareil. Et pourtant, quelque chose avait changé. Elle travaillait comme elle l'avait toujours fait, s'occupait des patients comme elle l'avait toujours fait, mais son esprit était toujours quelque part loin. Ses collègues commencèrent à remarquer. « Tu vas bien, Scarlett? » Maria, l'infirmière chef de nuit, demanda quand elle surprit Scarlett regardant par la fenêtre au lieu de finir les dossiers des patients. « Tu sembles distraite dernièrement. » Scarlett sursauta et força un sourire. « Je vais bien, juste fatiguée. » Mais elle n'allait pas bien. Chaque nuit, gisant seule sur le lit étroit dans son appartement froid, elle pensait aux yeux gris de Sébastien, à sa voix basse, à la façon dont il l'avait regardée,
quand elle avait refusé le chéquier de 10 millions de dollars. Elle pensait à cette conversation dans la cuisine à 3 heures du matin, à la façon dont il écoutait quand elle parlait de son passé, à la compréhension dans son regard sans une trace de pitié. Elle se dit qu'elle était stupide, que Sebastian Thornton appartenait à un monde complètement séparé du sien, que rien ne pourrait jamais se passer entre eux. Mais son cœur refusa d'écouter la raison, se racle la gorge, dans les Hamptons, dans le manoir Thornton. Sebastian traversait la même chose. Il était assis dans son bureau avec des piles de papiers d'affaires devant lui, contrats attendant d'être signés, décisions qui devaient être prises, mais il ne pouvait pas se concentrer. Ses yeux ne cessaient de dériver vers la fenêtre, vers la route où cette Honda Civic cabossée avait disparu une semaine plus tôt. Maxwell entra, posa une tasse de café sur le bureau et remarqua son patron fixant le vide. « Monsieur, vous fixez ce rapport depuis 1 heure, » Maxwell dit, gardant sa voix neutre. « Et vous n'avez pas signé un seul document de toute la matinée. » Sebastian le regarda, l'irritation traversant son visage. « Mêlez-vous de vos affaires, Maxwell. » Maxwell fut silencieux un instant, puis parla plus doucement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous pensez à elle, n'est-ce pas? » L'infirmière. Sébastien ne répondit pas. Il détourna son visage et regarda à nouveau par la fenêtre, mais son silence était la réponse la plus claire de toutes. Maxwell hocha la tête et quitta discrètement la pièce, laissant Sébastien seul avec ses pensées. Cette nuit-là, après que tout le monde dans le manoir se fût endormi, Sébastien sortit la Bentley du garage. Il ne dit à personne où il allait. Il n'amena pas de sécurité. Il n'informa pas Maxwell. Il conduisit juste à travers l'obscurité, se dirigeant vers Brooklyn. La pluie commença à tomber quand il arriva. Pas une forte pluie, seulement de fines gouttelettes qui recouvraient le pare-brise comme un voile gazeux. Sébastien se gara dans la rue en face du vieil immeuble en briques rouges où vivait Scarlett. Il sortit de la voiture et resta sous la pluie, inclinant la tête vers le haut pour regarder. 4e étage, la 3e fenêtre depuis la gauche. Une faible lumière brillait à travers le mince rideau, lui disant qu'elle était toujours éveillée. Il resta là, la pluie trempant son costume cher, ses cheveux plaqués sur son front, et il s'en fichait. Il resta seulement là à regarder ce petit appartement et à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti de toute sa vie. Sebastian Thornton, le chef de la mafia le plus puissant de New York, l'homme qui faisait trembler tout le monde souterrain, se tenait sous la pluie devant un immeuble bon marché à Brooklyn, fixant la fenêtre d'une infirmière d'hôpital public. Et à ce moment, il admit la vérité qu'il avait essayé de nier pendant toute la semaine. Il était amoureux. 6 heures du matin, quand le ciel de Brooklyn était encore d'un gris terne et que les lampadaires commençaient à s'éteindre un par un, Scarlett sortit par les portes de l'hôpital après un long quart de nuit de 12 heures. Ses yeux étaient à moitié fermés d'épuisement, ses épaules lourdes, et tout ce qu'elle voulait était de rentrer chez elle, prendre une douche chaude et dormir longtemps. Elle se traînait vers l'arrêt de bus quand elle s'arrêta net. Une Bentley noire rutilante était garée juste devant l'entrée de l'hôpital, se démarquant parmi les voitures cabossées et les taxis jaunes comme un diamant dans un tas de gravier. Et appuyé contre cette voiture dans un costume noir parfait, comme s'il venait de sortir d'une réunion du conseil d'administration, au lieu de rester éveillé toute la nuit était Sebastian Thornton. Scarlett resta là, son cœur battant plus vite, pas sûr de ce qu'elle ressentait. Soulagement, confusion, peur, peut-être tout cela à la fois. Elle s'approcha et s'arrêta à quelques pas. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle, sa voix fatiguée, mais incapable de cacher sa surprise. Sébastien la regarda, et Scarlett réalisa qu'il avait l'air fatigué aussi, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Je me suis posé la même question, dit-il, sa voix basse et plus rauque que d'habitude. Je suis resté devant votre immeuble la nuit dernière, sous la pluie pendant 2 heures, essayant de comprendre ce que je faisais là, et je n'ai toujours pas de bonne réponse. »
Scarlett sentit son cœur se serrer. Il était resté sous la pluie à cause d'elle. Vous ne devriez pas être ici, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. Je ne le suis pas. Je ne fais pas partie de votre monde, Sébastien. Je suis juste une infirmière. Je vis dans un minuscule appartement. Je prends le bus pour aller travailler. Je mange des nouilles instantanées pour le dîner. Elle baissa les yeux vers ses chaussures usées et réparées. Nous sommes de planètes différentes. Sébastien s'approcha et Scarlett pouvait sentir un parfum cher, teinté de l'odeur de la pluie de la nuit dernière. Je sais, dit-il, sa voix s'adoucissant. Je sais que nous sommes différents. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais je ne peux être nulle part ailleurs. J'ai essayé, croyez-moi, j'ai essayé. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je vois votre visage. Chaque fois que j'essaie de me concentrer sur le travail, j'entends votre voix. Il s'arrêta et prit une profonde inspiration. Je ne sais pas ce que vous m'avez fait, Scarlett Hayes, mais je ne peux pas vous sortir de ma tête. Le silence s'installa entre eux. Une légère pluie commença à tomber, de fines gouttelettes atterrissant dans les cheveux de Scarlett comme de minuscules perles. Sébastien la regarda, des yeux gris contenant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. Vulnérabilité. « Prenez un café avec moi, dit-il. S'il vous plaît, juste une tasse. C'est tout ce que je demande. » Scarlett le regarda, la Bentley rutilante, le costume cher. Puis elle regarda dans ses yeux et vit non pas un puissant chef de la mafia, mais un homme demandant une chance. « D'accord, dit-elle, mais pas dans votre voiture chic. Il y a un café au coin de la rue. Ils servent un café terrible dans des tasses en papier. Pensez-vous pouvoir gérer ça? » Sébastien sourit, un petit sourire, mais réel. « Je survivrai. » Ils marchèrent jusqu'au petit café au coin de la rue. Un endroit modeste avec des chaises en plastique et des tables usées. Sebastian Thornton, un chef de la mafia avec une fortune d'1 milliard de dollars, était assis sur une chaise en plastique bon marché, avec une tasse de café en papier à la main, l'air complètement déplacé et pourtant complètement insouciant. « Vous êtes la première personne qui m'a regardé et n'a pas vu un monstre, » dit-il, les yeux sur le café. « Tous les autres, ils me craignent ou veulent quelque chose de moi. Mais vous m'avez juste vu, le vrai moi, et vous n'avez pas fui. » Scarlett prit une gorgée, goûtant l'amertume familière sur sa langue. « Vous n'êtes pas un monstre, Sébastien. Vous êtes un homme qui a fait des choix, certains bons, certains mauvais, juste comme tout le monde. » Sébastien leva la tête et la regarda comme si elle avait dit quelque chose d'extraordinaire. « Je veux faire de meilleurs choix, » dit-il, sa voix sérieuse. « Vous me donnez envie d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, quelqu'un digne de... » Il s'arrêta, incapable de finir. Scarlett baissa les yeux, tournant lentement la tasse en papier dans ses mains. « J'ai été blessé avant, Sébastien. Trop de fois par des gens en qui j'avais confiance, par des gens que je pensais se soucier de moi. » Elle prit une lente inspiration. « Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas si je peux me laisser. » Sébastien posa sa main sur la table près de la sienne, sans toucher. « Je ne vous demande pas de m'aimer, » dit-il doucement. « Je ne vous demande pas de me faire confiance. Pas encore. Je sais que je n'ai pas gagné ça. » Il rencontra ses yeux. « Je demande juste une chance. Une chance de prouver que je peux être plus que ce que j'ai été. Une chance de vous montrer que mes sentiments sont réels. » Scarlett regarda dans ses yeux gris, cherchant tout signe de tromperie, toute trace de manipulation qu'elle avait vue chez trop de gens dans sa vie, mais elle ne trouva rien d'autre que l'honnêteté, la vulnérabilité et un espoir fragile. Elle resta silencieuse longtemps, son cœur luttant avec son esprit. Puis enfin, elle dit, « Une chance, c'est tout ce que vous obtenez. Si vous gâchez cela, je pars. Pas de deuxième chance, pas d'explication. Je m'en vais et vous ne me trouverez plus jamais. » Sébastien sourit, et c'était le premier vrai sourire que Scarlett avait jamais vu sur son visage.
Pas le sourire froid d'un chef de la mafia. Pas le sourire poli d'un homme d'affaires, mais le sourire d'un homme à qui venait d'être remis le cadeau le plus précieux de sa vie. Une chance est tout ce dont j'ai besoin. 3 mois passèrent comme un rêve. Scarlett travaillait toujours à l'hôpital public de Brooklyn, prenait toujours les longs quarts de nuit, s'occupait toujours des patients pauvres sans assurance. Mais quelque chose avait changé. Une clinique gratuite avait ouvert au coin près de son appartement, entièrement équipée de technologies médicales modernes et dotée d'une équipe de bénévoles. L'enseigne à l'extérieur disait Hayes Community Clinic en lettres bleues sur fond blanc. Quand Scarlett demanda qui était le sponsor anonyme qui avait payé pour tout, du loyer à l'équipement médical, personne ne put lui donner de réponse. Mais elle savait. Elle savait exactement qui était derrière tout ça, même si elle ne le disait jamais à voix haute et qu'il ne l'admettait jamais. Scarlett et Sébastien sortaient ensemble d'une manière lente et sincère. Il n'y avait pas de voyages somptueux en jets privés, pas de dîner dans des restaurants 5 étoiles qui devaient être réservés des mois à l'avance. Au lieu de cela, Sébastien apprit à vivre comme un homme ordinaire. Il sortait pour de la nourriture au petit endroit du coin que Scarlett aimait, s'asseyait sur une chaise en plastique exiguë et sirotait le bouillon avec une détermination maladroite. Il regardait des films dans son minuscule studio, perché sur son canapé usé avec un carton de pop-corn du supermarché. Il essaya même de cuisiner pour elle une fois, et cela se termina par une pile de spaghettis brûlés et une pizza livrée comme plan de sauvetage. Scarlett apprit aussi. Elle apprit à accepter que toute richesse n'était pas corrompue, que toute personne avec du pouvoir n'était pas cruelle. Elle apprit à laisser Sébastien prendre soin d'elle à sa manière, même quand cette manière était parfois plus que nécessaire. Elle apprit à faire confiance petit à petit à un homme qui avait autrefois fait trembler tout le monde souterrain, mais qui pouvait être étrangement doux quand il était avec elle. Ethan avait maintenant 13 mois, un petit garçon en bonne santé avec des joues potelées et un sourire lumineux et ensoleillé. Il ne restait aucune trace des mois de douleur. Plus de peau rougie, plus de cris déchirant le cœur. Il trottinait partout dans le manoir sur de petites jambes, et chaque fois qu'il voyait Scarlett, il criait « Scar! Scar! » et se précipitait vers elle, les bras grands ouverts. Scarlett se penchait toujours pour le rattraper, le serrait contre elle, et embrassait ses cheveux doux, sentant la chaleur de la petite vie qu'elle avait sauvée. Camille et Sébastien avaient achevé leur divorce tranquillement et à l'amiable. Leur mariage avait été un arrangement, une alliance entre deux familles puissantes. Sans amour réel, Camille ne ressentait aucun ressentiment, aucune amertume. Le jour